Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque du mardi du DES. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Nicolas Sen, qui va nous parler de l'impact environnemental des cabinets de médecine de famille, donc, et comment diminuer cet impact, notamment en nous présentant les résultats de travaux que lui et son équipe ont réalisés récemment. Pour votre information, donc ce colloque est filmé. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'on voit votre visage, merci de couper votre caméra et puis de peut-être changer votre nom. Autrement, cela apparaîtra. Ensuite, je vais brièvement introduire professeur Sen et je lui passerai la parole. Donc, Nicolas Sen est médecin interniste généraliste. Il est médecin-chef et responsable du département de médecine de famille. Et dans ce cadre, il est notamment responsable de la formation, de l'enseignement des médecins de famille à la FBM. Et en parallèle à cela, il conserve une pratique clinique. Et au niveau de la recherche, il poursuit des activités dans le domaine de la recherche sur les services de santé, sur le lien entre la santé et l'environnement en pratique clinique. Et il est maintenant notamment aussi très actif dans le domaine de l'impact environnemental du système de santé, notamment de ce qui est réalisé dans le cadre de la médecine de première ligne, et aussi très actif avec tout ce qui se passe au niveau de l'Université de Lausanne, avec le centre de durabilité de l'Université de Lausanne. Donc, il y a l'organisation notamment de diverses formations qui sont en cours et Nicolas joue un rôle moteur dans ces différentes initiatives. Donc, merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté de nous faire cette présentation et je me réjouis de t'entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel d'abord pour l'invitation et puis pour la gentille introduction. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, ces choses ne se font pas toutes seules. Donc, je voulais juste déjà en préambule remercier les quelques personnes qui ont aussi contribué sur quelques-unes des diapositives que je vais vous présenter. John Nicolet, Julien Boucher et Augustin Franière, à qui j'ai emprunté quelques illustrations, mais qui ont aussi travaillé tout ou en partie sur les travaux que je vais vous présenter. Alors, comme l'a dit Muriel, effectivement, pour aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder, on va faire une introduction assez générale sur les questions de lien entre santé et environnement, mais plus précisément sur les aspects d'émissions de gaz à effet de serre du système de santé. On va aborder les questions de principe d'éco-bilan, quels sont les éléments aussi méthodologiques, même si ce n'est pas directement mon domaine. Je pense que c'est important de comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, évidemment, le cœur de la présentation sera sur les résultats, en tout cas une partie des résultats de l'étude qu'on a menée l'année passée, afin de faire un éco-bilan et de voir quels sont les domaines d'amélioration en termes de réduction d'impact environnemental des cabinets de médecine de famille en Suisse romande. Et puis on verra où sont les éléments qu'on peut particulièrement cibler dans ce domaine. Alors, pour commencer de façon extrêmement globale, la grande accélération, c'est peut-être le cadre, je dirais, général qui nous amène à faire ces travaux, mais ça vient d'extrêmement loin. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette figure ou ces différentes figures qui ont été publiées par Stephen il y a quelques années, qui met en perspective deux éléments qui montrent bien en fait la relation qu'il y a avec les dégradations environnementales et les activités humaines. Donc les graphiques en rouge que vous trouvez à gauche sont les évolutions socio-économiques globales sous différents points de vue. Ça peut être par exemple en termes de population mondiale, c'est ce qu'on trouve là en haut, qui est en augmentation. En gros, on trouve ces fameuses courbes exponentielles quasiment dans tous les domaines, avec l'augmentation du GDP, avec l'augmentation des investissements, l'augmentation de la population urbaine, l'augmentation de l'utilisation d'énergie, des fertilisants, etc. Et toutes ces courbes ont évidemment toutes dans le même sens, avec en corollaire un impact important sur le système Terre qu'on peut mesurer de plein de manières différentes. C'est ce qui va nous intéresser le plus
aujourd'hui, c'est celui-là, c'est celui du dioxyde de carbone, avec ces courbes qu'on connaît de plus en plus et qui sont assez effrayantes sur l'augmentation du taux de CO2 dans l'air. Mais il y a évidemment toute une série d'autres impacts environnementaux qui sont tout aussi importants, comme le méthane, par exemple, notamment lié à l'agriculture, l'acidification des océans. Après, des éléments qui sont en fait plutôt inquiétants, quand on voit, par exemple, celui sur la capture des animaux marins. On voit que depuis quelques années, on a un plateau, voire une diminution. C'est pas parce qu'on est devenu raisonnable et qu'on pêche moins de poissons, c'est simplement parce qu'il n'y en a plus assez à pêcher. Donc, tous ces signaux vont dans le même sens, à la fois d'une évolution socio-économique extrêmement importante et qui a un impact direct sur l'environnement terrestre. Plus précisément sur le CO2, probablement que vous connaissez aussi ces courbes. Le premier graphique qu'on voit à gauche, c'est l'évolution des concentrations de CO2 dans l'atmosphère sur les 800 000 dernières années. Alors en fait, on voit presque pas où c'est maintenant, tellement c'est vertical, mais en gros, on est toujours entre 200 et 250, 300 particules par million. Et puis là, c'était il y a déjà quelques années, c'était en 2018, on est à passer 400 particules par million. Sur un laps de temps plus bref, on voit que sur les 10 000 dernières années, on avait quelque chose de relativement stable en termes de concentration. On a vraiment une augmentation exponentielle des concentrations de CO2 dans l'atmosphère et qui fait vraiment craindre justement les effets qu'on connaît bien de réchauffement climatique, mais aussi toute une série de conséquences sur l'environnement et sur la viabilité humaine de la planète. Alors évidemment, il y a plein d'initiatives. Vous êtes en santé publique pour la plupart, vous connaissez ces initiatives. Il y a les initiatives d'objectifs de développement durable, même si l'appellation de développement durable commence à être contestée. Mais c'est un cadre international qui est tout à fait intéressant. Le problème qu'on peut voir dans ces 17 mesures proposées dans cet agenda, c'est qu'on a des mesures en fait de nature extrêmement différentes qui mêlent à la fois des aspects sociaux et des aspects environnementaux. Là, j'en ai ciblé deux, puisque c'est un peu nos deux centres d'intérêt. C'est les aspects de santé, c'est la mesure 3, et puis la 13, des aspects liés au réchauffement, au changement climatique. Alors, toujours un peu dans ces grands concepts, une figure que vous connaissez peut-être un tout petit peu moins, c'est celle aussi publiée par Stephen il y a quelques années dans Science, qui est déjà une version revisitée de quelque chose qui avait été publié il y a quelques années auparavant. C'est ce qu'on appelle les limites planétaires. Ils identifient 9. Si on veut, c'est vraiment des domaines dans lesquels on ne doit pas dépasser une certaine utilisation, sous peine de quoi on met en déséquilibre le système Terre. Il y en a actuellement deux qui sont clairement dépassés, ce sont les aspects de biodiversité. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. On peut voir différentes modalités de la biodiversité, et puis les aspects de cycle biogéochimique, notamment lié à l'utilisation intensive de fertilisants dans l'agriculture. Pour les autres domaines, soit on n'a pas assez de connaissances, ou on est dans des zones un peu d'incertitude, c'est des zones jaunes, comme on peut voir pour le changement climatique, où en fait, on a encore pas mal d'incertitudes sur la nature du risque actuel ou futur, même si on sait que les dangers sont malgré tout assez réels. Pour les autres domaines, on est dans le vert, on est plus dans des zones dont on est dans un risque relativement modéré ou acceptable. Alors, cette version-là montre vraiment les aspects de ressources et de limites planétaires au niveau de l'ensemble de la planète. C'est probablement pas suffisant pour intégrer les aspects humains. Et puis, c'est pour ça que depuis quelques années, Raworth et d'autres collègues ont développé alors, ce qu'ils ont appelé le donut, qui intègre aussi ce qu'ils ont appelé un plancher social. C'est-à-dire que pour que l'humanité puisse continuer à vivre décemment, on ne peut pas simplement limiter les limites planétaires, vous retrouvez à l'extérieur les limites planétaires, mais
il y a aussi un plancher social dans lequel on doit pouvoir vivre. On verra une analogie qui probablement vous parlera plus dans quelques secondes, mais on retrouve justement ce plancher social pour lequel on doit avoir accès à de l'eau, on doit avoir accès à de la nourriture. Il y a la santé, c'est intéressant, dans ce donut, elle est ici. On verra ça aussi dans un tout petit moment. Et tous ces éléments-là sont aussi essentiels à mener une vie de qualité. Donc, c'est un peu l'intégration sous une forme plus hiérarchisée des objectifs de développement durable, mais aussi des aspects de limites planétaires qui concernent en fait finalement assez peu l'humanité. Alors, pour nous rapprocher maintenant de la santé, on peut faire une analogie que vous connaissez probablement bien en santé publique, c'est la question des déterminants de la santé avec cette vision très classique du disque ou du demi-disque, avec une vision très concentrique en fait sur les déterminants de la santé, avec quand même une santé biomédicale qui est très importante dans le système de santé, mais tous ces autres facteurs qui jouent un rôle, si ce n'est aussi important, voire même plus important, dans la santé des populations et des personnes, et puis tout à l'extérieur, les aspects vraiment macroscopiques, soit socio-économiques, culturels et évidemment environnemental général qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on peut faire un peu le lien avec ça. Ce qu'on peut peut-être reprocher à cette figure-là, et qu'on retrouve même dans le terme de déterminant de la santé, c'est que tout converge vers l'humain. Donc il n'y a pas un côté peut-être plus bilatéral d'interaction ou d'interrelation entre l'activité humaine et les conditions de vie sur Terre. Donc on peut faire une espèce de parallèle si on veut. On retrouve quand même dans une large mesure ces déterminants de la santé ici. Alors je me suis permis de modifier un tout petit peu le donut. Il n'y a pas de copyright, je me suis permis de le faire. Mais on peut retrouver la santé au milieu ici et dans une large mesure, on retrouve tous les éléments de déterminants de la santé ici dans ce plancher social. Donc ça, c'est quand même une façon de voir la santé dans le cadre à la fois des limites planétaires qu'on ne peut pas dépasser, mais aussi dans un contexte, des contextes socio-économiques qu'on ne doit pas ignorer non plus. Donc on doit pouvoir vivre dans cette zone verte, ce qui a été appelé l'espace sûr et juste pour l'humanité, c'est-à-dire où on ne met pas en péril nos ressources, mais en même temps, on peut continuer à avoir une qualité de vie bonne. Alors, on est très loin encore de l'éco-conception, on va y venir gentiment. Une illustration que j'ai bien montrée, que vous connaissez peut-être, ça date déjà il y a quelques années, c'était la Banque mondiale qui avait fait ça. J'aime bien la montrer, notamment aux étudiants en médecine, pour mettre un tout petit peu en perspective l'apport de la médecine et plus généralement de tout le système de santé par rapport à la santé des gens. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même assez intéressant. Ils ont mis en corrélation, en fait, le nombre de médecins pour 1000 personnes en fonction de l'espérance de vie. Puis on voit très rapidement ce plateau, au-delà d'un médecin pour 1000 personnes, en fait, on ne voit plus vraiment une corrélation. Alors, effectivement, on peut questionner ce graphique-là, juste pour illustrer le fait qu'il y a énormément d'éléments qui interviennent pour améliorer la santé des personnes et des populations, et notamment au travers d'un indicateur comme l'espérance de vie. Et au-delà de 1 à 2 médecins, en fait, on n'a plus vraiment une corrélation nette entre l'espérance de vie et le nombre de docteurs. Pour information, en Suisse, on est probablement entre 3 et 4 médecins pour 1000 personnes. Donc, on se trouve quelque part par là. Donc, sur ce graphique, vous voyez, en fait, chaque croix représente un pays qui avait été utilisé pour cette figure. Alors, on vient maintenant au CO2. C'est ce qui nous intéresse, le CO2 dans le système de santé. Ça, c'est une figure intéressante qui a été publiée en 2019 dans le Lancet. Pour ceux qui connaissent, donc le Lancet Countdown est une série spéciale du Lancet qui lie spécifiquement les aspects de réchauffement climatique et de santé avec un certain nombre d'indicateurs qui sont mis à jour, pas chaque année, mais presque, avec des nouvelles versions et des nouveaux indicateurs. Cette figure est particulièrement intéressante puisqu'elle met en corrélation le PIB des pays en fonction de l'émission moyenne de CO2 en nombre de kilos par année et par habitant du pays. Alors, quelque chose qui ne nous surprend pas vraiment, c'est qu'il y a quand même une tendance assez nette de plus on est riche, plus on produit de CO2. Ce qui est intéressant, si on prend la Suisse, qui est mentionnée sur ce graphique-là, en gros, on est à peu près à 1 tonne de CO2 par habitant et par année, uniquement pour le système de santé suisse. Ce chiffre, il est intéressant à se le rappeler un petit peu comme un point de repère,
puisque on estime en gros qu'une tonne de CO2 par année par habitant, c'est la production totale qu'on devrait avoir pour respecter les accords de Paris, c'est-à-dire pour être dans une zone où on n'émet pas plus de CO2 que ce qu'on arrive à en résorber dans l'environnement. Donc rien qu'avec les services de santé, qui représentent entre 6 et 8-9% de l'ensemble des émissions de CO2, on est déjà en fait au plafond de ce qu'on pourrait se permettre en termes d'émissions de CO2. Donc c'est intéressant pour avoir ça un peu comme point de repère et d'échelle de mesure du CO2. La majorité, j'ai mis 90%, on verra selon les sources, ça peut fluctuer énormément, mais une grande majorité de ces émissions de CO2 sont liées aux aspects de soins spécialisés et d'hôpitaux. Et encore une fois, pour mettre ça en rapport avec aussi des chiffres que vous connaissez probablement bien, par rapport à la contribution à la santé des différents domaines, alors là qui ont été divisés en 4 grands domaines que sont la culture, l'éducation, l'environnement, les aspects individuels, génétiques et puis les aspects de soins médicaux. Donc en fait, si on lit les deux, les émissions de CO2 actuelles du système de santé en fait contribuent à 10 à 15, 10-20% de la santé des individus. Tout ça, c'est des estimations, mais ça donne un ordre de grandeur qui est intéressant d'avoir à l'esprit dans l'ensemble de ces réflexions. Alors maintenant, si on passe vraiment aux émissions de gaz à effet de serre du système de santé, ça c'est une étude qui est sortie récemment dans le Lancet Planetary Health pour le système de santé anglais. Ceux qui le savent peut-être, donc le NHS a déjà depuis pas mal d'années une politique assez importante de réduction de ses émissions de CO2 pour ses services. Et là, c'est les premières analyses qui commencent à sortir. Ça montre un petit peu l'approche méthodologique qui est utilisée. En gros, on peut imaginer 3 scopes d'activité. On les retrouvera aussi quand on regarde, peut-être sous une forme un petit peu différente, mais on les retrouve quand on a regardé ça dans les cabinets de médecine de famille. En gros, le scope 1, c'est vraiment les émissions directes liées aux infrastructures de soins. Le scope 2, c'est les émissions qui sont liées directement à l'achat d'énergie, comme l'électricité. Et puis, on trouve un grand groupe du scope 3 qui sont d'autres domaines indirectement liés à l'activité des infrastructures de soins. On y trouve par exemple la fabrication des médicaments ou bien on y trouve les aspects d'alimentation dans les hôpitaux, etc. Et puis il y a des choses, ça c'est pas inintéressant, il y a des choses qui ne sont pas protocolées parce qu'elles sont difficiles à mesurer. C'est les aspects de voyage de patients et de visiteurs, notamment dans les hôpitaux. Alors, vous verrez, nous, on l'a fait. Pour les cabinets, c'est peut-être plus facile dans une structure de soins petite qu'au niveau d'un cabinet, au niveau d'un hôpital, pardon. Alors ça, c'est les chiffres qu'ils ont sortis en parallèle dans cette étude. C'est l'évolution sur une trentaine d'années des émissions de gaz à effet de serre pour le NHS. On voit globalement qu'il y a une réduction qui passe de 34 mégatonnes à peu près 25 mégatonnes sur ces 30 ans. C'est malgré tout encore insuffisant, mais donc il y a un trend qui va dans le même sens. On voit que globalement, l'ensemble des émissions, on retrouve à droite donc les mêmes scopes d'activités qui ont été mesurés. Donc on retrouve vraiment un trend global dans l'ensemble de ces différentes activités. C'est intéressant, après on va voir plus en détail la magnitude de chacun de ces différents domaines et aussi de la façon dont ça a été mesuré. C'est ce qu'on retrouve ici. Ça, c'est les chiffres par différents secteurs de la santé. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ils ont isolé un domaine qui est quand même relativement petit, qui sont les ambulances. Il y a les aspects vraiment de soins communautaires, on ne met pas le primary care là-dedans. Les aspects de santé mentale, les aspects de soins aigus, qui sont évidemment essentiellement les hôpitaux. Le primary care qui, en termes d'infrastructure, est relativement important en Angleterre, et les aspects non cliniques de soutien. Alors, on retrouve ces 25 mégatonnes ici, c'est le total en bas à droite. Alors, c'est intéressant de voir pour le primary care, en gros, un quart, le primary care est responsable dans cette étude d'un quart des émissions. On verra les estimations qu'on a fait pour la Suisse. Encore une fois, ça varie beaucoup en fonction de ce qu'on considère dans l'équation. Si on se concentre sur le primary care, on voit que quasiment la moitié de ces émissions, elles sont liées aux médicaments.
Et ça, c'est vraiment lié à l'organisation du système de santé, où sont délivrés les médicaments et dans quel panier on les met. On pourrait tout à fait les mettre hors du primary care si on compte pas les pharmaciens dans le primary care, si on n'est que dans la médecine générale. Là, dans le primary care, il y a aussi les pharmaciens, donc il y a aussi les autres acteurs de la santé des soins primaires. Mais on voit que pour le primary care lui-même, c'est un enjeu important de la balance et de la production de CO2. Alors, pourquoi un éco-bilan? Si on prend un petit peu de recul juste sur les aspects conceptuels généraux, évidemment, on a tendance à voir le bout de la chaîne, c'est-à-dire on a une voiture électrique qui est propre, qui produit aucun CO2. Souvent, on oublie que derrière, il y a toute une chaîne d'approvisionnement de la construction de la voiture à l'acheminement de l'électricité, voire à la production d'électricité elle-même. Donc, l'éco-bilan a pour ambition de mettre en relation justement toutes ces étapes et pas oublier un élément dans la chaîne. On peut le trouver sous d'autres éléments, sous d'autres figures, on va en voir un certain nombre. Ça, c'est une vision assez classique de ce qu'on appelle de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher jusqu'au début, c'est-à-dire l'extraction des ressources minières, par exemple, et puis la fabrication des produits, leur packaging et leur distribution, leur utilisation et leur élimination, éventuellement leur recyclage. Tous ces éléments-là ont un impact, alors on va s'intéresser surtout à l'empreinte carbone, mais un impact sur l'environnement à différents niveaux. On retrouve ça aussi des fois avec un impact négatif sur la santé humaine. On trouve des études, je ne vous l'ai pas montré ici, mais on trouve des études qui mettent en balance l'impact sur la santé d'éléments liés à la construction et au développement de produits. Ça, c'est une autre façon de voir un tout petit peu la même chose. On retrouve les mêmes étapes de cycle de vie. C'est vraiment l'approche centrale dans un éco-bilan. Donc, on retrouve ces aspects d'évaluation des ressources, d'impact environnemental des ressources, de la production des marchandises elles-mêmes, dans ces deux flèches bleues, de la distribution, de leur utilisation et finalement de leur élimination. On peut, selon où on se trouve, on peut différencier différents cercles. Il y a des cercles sur lesquels on a un contrôle. On verra, c'est important pour les mesures qu'on propose pour les cabinets de médecine de famille. Il y a des éléments sur lesquels vous avez un contrôle. Il y en a d'autres où vous n'en avez pas du tout. Donc, évidemment, c'est plus intéressant de se concentrer sur les éléments sur lesquels on a un contrôle. Alors, en général, on ne dit pas qu'on n'a pas de contrôle du tout, mais il y a des éléments, par exemple, sur l'extraction des minéraux, vous avez peu ou pas d'influence sur le bilan carbone de cette partie-là. Par contre, vous pouvez influencer la façon dont vous vous approvisionnez, on le verra après. Donc, bien important d'avoir en compte à quel niveau on se situe. Est-ce qu'on est dans un niveau plutôt de contrôle où on peut influencer les choses, ou on est plutôt dans un niveau plus large où on a un impact moins important sur le changement des choses. Alors, un exemple qui ne va pas vous plaire, mais qui est assez parlant, une boisson dont on ne dira pas le nom, mais vous le voyez évidemment bien à l'écran et qu'on recommande de ne pas boire. C'est probablement le meilleur bilan carbone qu'on peut imaginer pour le Coca-Cola, c'est de ne pas en boire. Mais c'est intéressant de voir que si on ne fait pas l'effort de faire l'entier de ces bilans, on a beaucoup de peine à attribuer proprement ou correctement les émissions de CO2. Ça date d'il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, ça a été publié par l'entreprise, mais ça a été fait par des structures indépendantes. Puis on voit en fait que quasiment la moitié de la production de CO2, elle est liée uniquement à la réfrigération des boîtes de liquide. Et en fait, les autres éléments sont plus marginaux. L'emballage, c'est 8%. Les aspects de transport et d'utilisation d'essence et de diesel, c'est 6%. Donc ça vous donne un certain nombre d'idées, de pistes, parce que vous pouvez avoir, si vous avez une idée très précise, par exemple, vous savez que là, ce sera intéressant de pouvoir agir sur les aspects de réfrigération et les autres domaines sur lesquels on a peut-être moins d'impact, ça servira peut-être pas à grand-chose de se battre sur ces éléments-là. Alors, pour donner un exemple un tout petit peu plus propre, si j'ose dire, en tout cas, je ne sais pas s'il est plus propre, mais qui est plus proche de notre vie, ça, c'était une étude qui n'a pas été publiée, mais qui donne une idée intéressante, c'est quelle part de cycle de vie d'un médicament produit le plus de CO2. Donc, on a vu ces aspects de cycle de vie, donc c'est vraiment de la création du médicament jusqu'à son élimination. Et puis ça, c'est une question que je vais tenter de vous poser. Je ne sais pas si Muriel pourra regarder si vous avez une idée. Donc, si on prend vraiment toutes les étapes qui accompagnent
un médicament au cours de sa vie, quel serait pour vous l'élément qui est le plus émetteur de CO2? On va faire le test. Bon, je vais vous laisser quelques secondes. Peut-être si dans le chat, vous pouvez mettre un ou deux mots-clés pour dire pour vous, si vous prenez un médicament, pour vous, ce serait par exemple l'emballage. C'est probablement pas l'emballage, mais disons, qu'est-ce que vous verriez Alors, première réponse, le transport. Ouais. Ensuite, la synthèse du médicament. Ouais. Transport aussi. Ah, je les vois en fait. Je les vois défiler. Ok, on est beaucoup sur le transport. Effectivement, je pense qu'on a un public averti. Je vais aller plus dans le détail. Le transport de quoi? Le stockage. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Après, je vous montrerai les résultats. Alors, effectivement, on est dans le transport. Le transport des matières premières. Alors, c'est extrêmement intéressant. C'est bien quand ça va dans le même sens de ce qu'on n'aime pas faire. C'est le carré blanc ici. C'est les représentants. C'est les gens qui viennent dans les cabinets médicaux, par exemple, ou dans les hôpitaux pour rendre les médicaments. En fait, c'est quasiment la moitié du bilan CO2. C'est les représentants qui viennent avec leur voiture vous vendre les produits. Donc, on voit que ce n'est pas forcément intuitif de dire c'est où qu'on doit agir. Alors ça tombe bien parce qu'effectivement, on a plutôt une politique extrêmement restrictive par rapport aux représentants médicaux. Donc, en fait, on a agi directement de façon bénéfique sur le climat, en tout cas sur les émissions de CO2, en diminuant fortement la visite des représentants médicaux. Donc, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, c'est des estimations qui ont été faites il y a quelques années, mais ça donne quand même une idée de comment est-ce qu'on peut appréhender ces bilans, ces éco-bilans. Alors, on va arriver maintenant. Là, on retrouve un tout petit peu la même chose. Hein. Ça, c'est par rapport, c'est l'étape d'après, une fois qu'on a fait l'éco-bilan, qu'on arrive à voir les différents domaines d'émission, bah, on va chercher des solutions qui peuvent être de différentes natures. Je ne vais pas trop m'apesantir sur cette figure, vous la retrouverez dans la présentation, mais on voit qu'il y a un grand nombre d'actions qui peuvent être entreprises, mais il faut bien savoir à quel niveau on se situe et qui peut agir dans ce cercle-là. Donc, ça nous amène à cette étude qui a été principalement donc, menée par John Nicolet, qui est un doctorant à Unisanté et qui a fait son doctorat en médecine avec moi et qui travaille actuellement comme médecin assistant à la polyclinique médicale, et puis qui a mené cette étude. Donc, je vais vous montrer une partie de ces résultats. Donc, en bref, l'idée, c'était de faire ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire de faire un vrai bilan de type cycle de vie pour les émissions de CO2 dans une dizaine de cabinets de médecine de famille en Suisse, où on a considéré à peu près l'ensemble des paramètres qui peuvent, de près ou de loin, être pris dans le bilan. Et puis, le but était d'arriver à un bilan CO2, donc un certain nombre de kilos de CO2 émis par cabinet moyen sur les 10, mais aussi d'arriver au bilan CO2, le nombre de kilos CO2 par consultation médicale. 10 cabinets, ça peut paraître peu. Malgré tout, en ayant une approche de ce type-là extrêmement détaillée sur un grand nombre de paramètres, on verra qu'on a capturé à peu près l'ensemble des variabilités qu'on peut trouver dans différents cabinets. Alors, on ne trouve pas exactement les mêmes choses, mais on retrouve quand même cette répartition entre différents domaines d'émissions de CO2 en 3 scopes que je vous montre ici, avec un scope 1 qui est vraiment à l'intérieur du cabinet, qui sont donc plutôt des aspects sur lesquels on a une responsabilité directe, ou en tout cas sur lesquels on peut éventuellement avoir une influence. Évidemment, il y a des différences. Si vous êtes locataire dans un immeuble, vous n'avez pas forcément une grande influence sur le chauffage, mais quand même, c'est plutôt des éléments de proximité sur lesquels vous pouvez agir, comme les consommables médicaux, les appareils médicaux, les déchets, l'électricité, etc., la mobilité du personnel. Après, il y a un scope 2 qui concerne exclusivement la mobilité des patients. On a décidé de l'inclure dedans, puisque c'est quand même un flux important de gens qui viennent tous les jours au cabinet. Et puis après, il y a vraiment tout ce qui est extérieur, qui sont les fournisseurs, par exemple les coursiers qui viennent chercher du laboratoire, ou bien des analyses de laboratoire externes qu'on va sous-traiter ailleurs.
toujours d'un point de vue méthodologique, comment est-ce qu'on a fait? Pour aller répertorier tout ce qui se fait ou tout ce qui existe dans les cabinets en termes d'infrastructure, on a adopté différentes stratégies. On a été dans ces cabinets, évidemment, notamment John Nicolet avec une collègue de Julien Boucher ont été passés une voire plusieurs journées dans le cabinet afin de peser, mesurer, d'évaluer tout ce qui était utilisé dans le cabinet. Il y a eu aussi une évaluation par des formulaires en ligne pour le personnel. Il y a eu un sondage qui s'est fait dans le cabinet auprès d'un échantillon de patients pour évaluer la façon dont ils viennent au cabinet, par exemple. Pour les infrastructures, on a indirectement été voir au travers des factures, par exemple d'électricité. Pour les consommables, c'était aussi via les factures. Donc, la facturation est un bon moyen d'avoir accès à des quantités en fait de produits utilisés. Et puis, la même chose pour les aspects de sous-traitance. Quand on voulait savoir, par exemple, la consommation énergétique d'un appareil de radiologie, on pouvait remonter jusqu'au fabricant pour avoir des chiffres exacts de sa consommation d'énergie. Pour donner un exemple de ce que ça donne, là, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. On est sur les pansements, sur les compresses en coton. Et donc, ça c'est en vrai. Donc, c'est comme ça que ça a été mesuré. Donc, on regardait les compresses qui sont utilisées dans le cabinet. Et puis, on peut différencier déjà 3 types de matériaux différents. Il y a du papier, des tissus et du plastique qu'on peut peser. Après, on peut déterminer. Alors, on a des tabelles qui nous permettent de faire des équivalents CO2 par kilo, par exemple. C'est ce qu'on a fait ici pour ces différents produits. Après, on peut ajouter d'autres éléments qui sont liés à la fabrication, par exemple, par rapport au transport et finalement par rapport à leur élimination. Donc là, par exemple, 10 grammes de CO2, c'est pour une compresse emballée stérilement dans un cabinet. Et ce travail-là, on l'a fait pour des dizaines et des dizaines de produits à l'intérieur du cabinet. Là, vous voyez, c'est ce que les ingénieurs appellent des flux de matière énergie qui ont été considérés. C'est vraiment tout ce qui a été répertorié pour lequel on a pu calculer des émissions de CO2. Donc, pour les cabinets, ces 10 cabinets, on avait essayé sans être totalement aléatoire, d'avoir une répartition intéressante en termes de cabinets à la ville, cabinets en campagne, et puis en fonction aussi de la taille des cabinets, pour avoir des petits, des grands cabinets, pour avoir une représentativité relativement importante des cabinets suisses. Donc, on voit qu'on est sur toute la Suisse romande. Évidemment, majoritairement, ils sont dans le canton de Vaud, mais on avait des cabinets aussi de Neuchâtel et du canton du Jura. Alors, pour les résultats, d'abord, la population, on avait majoritairement des femmes, et ça c'est lié au fait que on n'a pas seulement été interroger les médecins, mais on a évidemment interrogé l'ensemble du personnel qui travaille dans les cabinets. Donc, il y a à peu près pour moitié des assistantes médicales, et puis un peu moins de la moitié de médecins et d'autres personnels, avec une pyramide des âges qui sont assez classiques sur ce qu'on trouve dans les structures de soins. Ce qu'on a aussi essayé de voir, c'est à quel point les cabinets qui se sont engagés dans cette étude étaient biaisés par une écosensibilité particulière. Alors, on voit effectivement, mais en fait, c'est des chiffres qu'on retrouve chez l'ensemble des soignants. On a posé plus de questions, mais ça, c'est 3 des questions. La première, c'était de savoir à quelle fréquence ils s'informent sur les aspects d'environnement. C'est ce que vous voyez ici. En gros, ils se renseignent plutôt plus que la moyenne des Suisses. Ça, c'était tiré d'une enquête qui a eu lieu au niveau suisse il y a quelques années. Les dangers par rapport au changement climatique sont plutôt estimés de façon plus importante dans notre échantillon que la population suisse, mais les différences ne sont pas majeures. Et puis, par contre, là, c'était une question. C'est une question en fait qu'on a repris de l'enquête suisse sur la consommation. Si les gens faisaient attention à la consommation d'énergie lors d'achat de petits appareils électroménagers, là, on ne trouve pas de différence. Donc, globalement, on a un échantillon avec des gens qui sont plutôt un peu plus sensibilisés que la moyenne de la population suisse, mais qui est probablement pas très différente de l'ensemble de la population médicale ou de la population de médecine générale. En termes de chiffres, ça c'est vraiment de façon un peu illustrée, mais le cabinet moyen qu'on a eu dans cette enquête, il y a à peu près 2 médecins à plein temps répartis sur 3 à 4 personnes. Il y a 2 assistantes médicales à plein temps réparties sur 4 à 5 personnes. On a une assez grande surface, on a 207 mètres carrés en moyenne par cabinet. Et puis, on a une pratique d'environ 6000 consultations par année pour environ 24 par jour. Ça, c'est encore au niveau du cabinet, ce n'est pas au niveau du médecin individuel. C'est important parce que c'est ça qui va nous donner finalement
notre dénominateur. Alors voici le chiffre qu'on cherchait à obtenir, c'est vraiment l'empreinte carbone moyen par consultation. Alors, c'est le chiffre qu'on a donné. Peut-être qu'à certains d'entre vous, à la plupart d'entre vous, ça ne parle pas beaucoup. Nous, ça ne nous parlait pas beaucoup, en tout cas, à l'ingénieur, aux ingénieurs d'environnement, oui, mais nous, pas tellement. 5 kg de CO2, c'est en moyenne ce que produit une consultation médicale quand on a pris en compte tout ce qu'on dit. Alors, pour donner des équivalents, c'est à peu près l'équivalent de 20 km en voiture à essence. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'un arbre peut absorber en 2 mois. C'est à peu près l'équivalent d'une fondue au fromage. Et puis, c'est environ 0,5 à 1% de votre budget annuel carbone si on vise une tonne, comme on l'a vu avant dans le graphique du Lancet Countdown. Tout ça pour donner un ordre de grandeur, ça reste relativement abstrait, mais enfin c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Hein. Je vous rappelle, hein, une tonne de CO2, ça devrait être la cible qu'on se vise pour avoir être dans les accords de Paris, donc pour avoir un bilan relativement neutre en termes d'émissions et de ce qu'on peut absorber. Si on extrapole, c'est encore une fois des chiffres très grosses mailles, mais quand même, vu qu'on a un certain nombre de chiffres pour la Suisse, on peut extrapoler à l'ensemble des cabinets de Suisse, donc on arrive à 65 000 tonnes de CO2 équivalent par an pour l'ensemble de la médecine générale. On n'est que dans les cabinets, hein, on ne prend pas les autres acteurs de soins primaires. Ça explique cette différence par rapport à ce qu'on a vu avant pour l'Angleterre. Ça correspond environ à 1% de l'ensemble des émissions du système de santé. Alors, certains diront c'est très peu, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Effectivement, c'est intéressant d'avoir cet exercice. Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ça dans une perspective de vision de système de santé, où finalement on a un acteur important du système de santé, où la population va en moyenne quasiment une fois par année, et qui en fait, en termes d'émissions de CO2, est relativement modeste. Alors, après, on peut aller, évidemment, c'est ce qu'on a fait, on était beaucoup plus dans le détail. Si on veut arriver à des mesures concrètes, on était regardé par les différents domaines de sources d'émissions et ça nous donne ceci, qui n'est pas une surprise pour ceux qui s'intéressent au sujet, mais on retrouve les grandes thématiques. On retrouve que transport de patients, chauffage et transport de personnel, c'est quasiment 80% des émissions de CO2, avec en fait les aspects médicaux, comptant pour une part relativement modeste des émissions de CO2. Même dans cette partie autre, vous retrouvez un certain nombre d'éléments. On avait fait le test avec un groupe de demander a priori c'est quoi les grosses sources d'émissions de CO2 d'après vous. Et en fait, les gens citent quasiment tous des éléments dans cette liste-là, les déchets, l'eau, etc. Et en fait, on voit que c'est une partie qui est relativement peu importante si on prend l'ensemble du tableau. C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que ce bilan est aussi important sur les patients. Effectivement, on peut dire que ce n'est pas du ressort du cabinet de s'intéresser à ça. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est qu'on a en gros 80%, 70 à 80% des patients qui viennent en voiture au cabinet. Et ce qui nous a un tout petit peu surpris quand même, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence ville-campagne. En fait, que vous ayez un cabinet en ville ou à la campagne, les gens viennent toujours en voiture. Maintenant, on peut attribuer, enfin, on peut répartir ces bilans CO2 de différentes manières. Et c'est aussi intéressant dans la perspective de voir quelles sont les possibilités d'amélioration. On voit que la majorité du bilan, elle est directement liée au cabinet. Évidemment, pour les patients, on ne retrouve que la mobilité, c'est les scopes qu'on a vus avant. Et puis le troisième scope, qui sont les activités externes, qui sont moins importantes en termes de volume absolu. Maintenant, l'autre question qui vient souvent, c'est de dire, alors si on doit baisser nos émissions de CO2, ça va diminuer la qualité des soins, ça va diminuer la qualité de la pratique médicale qu'on va avoir. Probablement que c'est très peu le cas, dans le sens, alors ça c'est une façon de le montrer, on pourra le montrer autrement, mais on voit qu'en fait, ce qui est directement lié à l'activité médicale émet relativement peu de CO2, c'est vraiment sur les autres domaines qui sont pas directement lié à l'activité médicale qu'on trouve ça. Évidemment, peut-être qu'on en discutera après, il y a la question liée aux médicaments. C'est un sujet un tout petit peu à part. Évidemment, là, on l'a moins pris en compte puisque les médecins ne délivrent pas directement, eux, les médicaments. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas directement
sous leur responsabilité. Il y a d'autres éléments qu'on peut prendre en compte pour les aspects de prescription médicale, mais on ne va pas les aborder directement aujourd'hui. L'autre chose qui est intéressante, et c'était ce qui nous intéressait, si on veut savoir si on a une marge de progression ou de réduction des émissions de CO2 dans les cabinets, là vous voyez les 10 cabinets, c'était de voir à quel point ils étaient tous homogènes ou il y avait des grosses différences. Mais on voit qu'il y a des énormes différences en fait en fonction des cabinets, environ de 5 à 10, facteur 5 à 10 en fonction des cabinets. En termes d'émissions absolues de CO2. Donc, il y a réellement une différence extrêmement importante d'émissions de CO2 d'un cabinet à l'autre. Après, et ce cabinet 5 qu'on vous montre ici, c'est intéressant parce que on peut rapporter ça au nombre de consultations. Finalement, si vous avez une grosse infrastructure et que vous voyez 3 patients par jour, votre bilan CO2 il va pas être excellent. Par contre, si vous envoyez 50 dans la même infrastructure, ben, le bilan il va être probablement meilleur. Surtout du fait qu'il y a le transport des patients qui est pris en compte, et puis que vous avez la même infrastructure en fait pour voir beaucoup plus de monde. Donc le deuxième graphique que vous voyez en bas, c'est quand on ajuste au nombre de consultations, on continue de voir une différence extrêmement importante entre les cabinets, et un qui était relativement dans la moyenne se retrouve en fait à être extrêmement efficace énergétiquement, puisqu'il voit énormément de patients sur une surface qui est relativement modeste. On viendra après sur ce point-là, parce que c'est un élément assez intéressant et relativement indirect d'agir de façon efficace sur la réduction des émissions de CO2. On a pu modéliser encore d'une autre façon, c'est le dernier graphique par rapport à ça. On peut imaginer le best case scénario, c'est-à-dire on a pris les réductions, les émissions les plus faibles pour chacun des cabinets, puis on a un best case scénario qui est celui-ci. Si tout le monde faisait le mieux que ce que chacun fait, on arriverait à ce bilan-là qui est de moins de 10 000 kilos, donc de 10 tonnes de CO2 par année. Et le pire scénario, ben, c'est 60 tonnes. Mais la moyenne, elle se situe à peu près par là. C'est les chiffres qu'on a vus avant. Alors, après, il y avait la question, bah, on a ce bilan, on sait qu'est-ce qui émet du CO2. C'est une partie du chemin, maintenant on veut agir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a exploré un peu les différents facteurs pour lesquels on pouvait avoir une amélioration, sur lesquels on pouvait agir. Mais ça, on ne l'a pas fait tout seul. Juste passer, voilà. Si on les regroupe en 4 gros domaines, on a les infrastructures, la mobilité, la sous-traitante et les consommables. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Alors évidemment, il y a les chiffres qui nous ont aidés. Mais ce qu'on a fait, alors je vous ai mis cette jolie photo du musée de l'Ermitage, parce qu'on a, en fait, on a fait une après-midi de réflexion avec une partie des généralistes qui ont participé à cette enquête, mais aussi d'autres généralistes pour panacher un peu. Et en fait, on leur a exposé les résultats et on a fait du travail de groupe, en focus group, pour savoir quelles étaient selon eux les meilleures pistes d'amélioration, connaissant leur contexte, sur lesquels ils pouvaient agir, sur lesquels ils ne pouvaient pas agir. Donc on a fait tout ce travail en fait de consultation auprès des médecins généralistes pour arriver à l'élaboration de recommandations qui soient le plus applicables possible. Alors voilà, et ça c'est la dernière partie de la présentation. Voici ce à quoi on est arrivé. Là, je vais vous présenter les quelques 10 mesures qu'on avait proposées avec le gain potentiel. C'est important de les voir sous cet angle-là parce que vous voyez immédiatement, soit c'est des mesures qui sont faciles à faire, même si le gain n'est pas énorme, ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Soit c'est des choses sur lesquelles on a un énorme impact, même si c'est difficile à faire, ça vaut la peine de le faire. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun impact, sur lesquels on n'a aucune influence, pardon, pour lesquels, quel que soit le gain carbone, finalement, on ne pourra rien faire, donc autant rien faire. Alors, ça, c'est intéressant sur les infrastructures, je reviens là-dessus, parce que de loin, la façon la plus élégante, si on veut, d'améliorer son bilan carbone, c'est de redimensionner, en fait, son cabinet médical. Vous rappelez que pour un cabinet médical moyen avec à peu près 2 EPT de médecins, on est à 207 mètres carrés. Là, on estime que si on réduit à 120 mètres carrés, pour faire court, donc à 60 mètres carrés par médecin, on a un gain de 6 tonnes, 6 à 7 tonnes d'équivalent CO2 par année, par cabinet, ce qui se traduit aussi par un gain substantiel financier, puisqu'il y aura une réduction de la surface, donc une réduction de loyer. On peut faire ces types de calculs pour d'autres choses. On voit que la diminution de température de chauffage, qui est relativement facile à faire,
le gain en carbone est relativement modeste, mais on a un gain financier. De couper l'eau chaude a un petit gain. Par contre, éteindre les appareils de radiographie, qui était probablement la première mesure que les gens annonçaient avant de voir l'éco-bilan, a finalement un bénéfice en termes de gain carbone qui est extrêmement modeste. Maintenant, en termes de mobilité, ça, c'est les deux mesures qui ont été discutées et proposées. C'est d'inciter trois quarts, des 80% des soignants à renoncer à utiliser la voiture pour se rendre au cabinet. Mesure efficace, puisqu'on arrive à une réduction de 3,6 tonnes d'équivalent CO2 par année. Et puis, d'inciter aussi, là, on met 10%, un modeste 10%, mais ça peut être déjà pas mal, d'incitatif à faire venir les patients en transport public, à vélo ou bien à pied. Par rapport à la sous-traitance, l'élément qui ressort en premier, c'est les aspects de faire venir les coursiers en urgence. On a réalisé que dans beaucoup de cabinets, le coursier il vient, qu'il y ait des échantillons ou pas, ou qu'il pourrait simplement venir une fois ou deux fois par semaine, des échantillons n'ayant pas besoin d'être acheminés systématiquement le jour même ou même à la demi-journée dans le laboratoire de base. Les autres éléments ont un impact moins important sur le gain en carbone. Et puis finalement, les consommables, et c'était pas pour rien que je vous ai montré le bilan CO2 des compresses, puisque c'est de diminuer simplement l'utilisation de coton dans les pansements de compresses stériles a un impact qui est important. C'est probablement le plus important en termes de consommables, plus que le papier ou d'autres consommables dans le cabinet. Donc pour résumer les actions prioritaires qu'on recommande par rapport à cette étude, c'est évidemment les aspects de transport, à la fois pour les patients et pour le personnel. C'est les aspects, et c'est probablement la mesure la plus intéressante, d'optimisation des espaces et de réduction des espaces par médecin, et puis les aspects de coursier pour les aspects d'urgence uniquement, et au niveau des consommables, les compresses stériles. Donc on voit de quelque chose de très complexe, on a été mesuré énormément de choses, on arrive à élaborer un certain nombre de recommandations qui sont relativement simples. Alors là, elles sont très génériques, elles ne vont pas s'appliquer à tous les cabinets, mais qui peuvent déjà donner un certain nombre d'indications pour les cabinets qui souhaitent changer. Ces recommandations-là, l'étude principale, elle est en cours de publication dans une revue anglo-saxonne, et puis ces recommandations plus spécifiques suisse romande, elles vont sortir d'ici quelques semaines dans la revue médicale suisse. Donc, en résumé, on voit qu'avec une grosse différence d'un cabinet à l'autre, on a un facteur d'amélioration potentiel qui est important en termes de bilan carbone, avec les domaines principaux, transport et chauffage, mais en n'agissant pas forcément directement sur les aspects de chauffage, mais sur les aspects de réduction d'espace. Et puis, en fait, la majorité de ces actions-là ont un impact à peu près nul sur la qualité de la prise en charge médicale, ce qui est important parce que c'est une question qui est souvent rapportée par les médecins et a fortiori par les patients. Voilà, donc je vous remercie vous d'abord pour votre attention et puis les différentes personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce travail. Et puis, je crois qu'on a encore quelques minutes de discussion. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation très intéressante. Et certains des résultats sont pas du tout évidents au départ, je pense. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Alors moi, je veux bien prendre la parole. Je vais le faire sans caméra. Bonjour. Merci Sen pour cette excellente présentation. Je trouve formidable. Déjà, on voit bien le gain économique et je pense que c'est ce qui parle beaucoup, on va dire malheureusement, mais aussi heureusement parce que du coup, on trouve un angle de sensibilisation auprès de certaines personnes pour réduire le bilan carbone. Mais il y a clairement aussi une répercussion sur la santé en lien avec le changement climatique. Et ça, c'est aussi très important à mettre en avant. Et puis, je pense que cette étude le montre très bien, même si les cabinets médicaux ne représentent que 1% en fait, de l'impact. Moi, j'aimerais juste rajouter aussi qu'en plus de ces émissions de CO2, dans les cabinets médicaux, il y a également plein d'autres aspects qui peuvent avoir une répercussion sur la santé. Et j'ai à cœur juste d'en parler quand même parce que effectivement, il y a toutes les émissions de molécules chimiques et dans les cabinets médicaux, il y en a.
Donc, il y a tous ces solvants, les produits de nettoyage, désinfectants, tous les matériaux plastiques, emballages, etc. Et puis, c'est aussi des infrastructures, par exemple des meubles, etc., qui ont des revêtements spéciaux. Donc, les personnes qui travaillent dans ces cabinets sont aussi soumis à des expositions qui peuvent avoir une influence sur la santé. Donc voilà, il y a aussi en plus un aspect toxicologique. Donc c'est vraiment très intéressant cette étude sur les cabinets médicaux. Merci beaucoup. Ouais, merci Myriam pour ce commentaire. Effectivement, je pense qu'on a regardé un élément, hein, c'est assumé, sur le CO2, il y en a plein, il y a celui que tu mentionnes. Probablement que le volet des médicaments est un autre volet qui est extrêmement important de l'impact environnemental. On commence gentiment à l'explorer, mais c'est quelque chose qui est un peu balbutiant. On a un projet en cours justement, notamment de l'impact environnemental des inhibiteurs de la pompe à protons avec une étudiante en master où on regarde, on sait qu'on a probablement pas loin d'une tonne d'IPP qui sont dans le lac Léman, donc tout autant dans les rivières. Donc ça, sont liés directement à la prescription médicamenteuse. Donc il y a quelque chose à faire sur d'autres types d'impacts. Et les médicaments en font clairement partie. On commence de voir émerger des comparateurs de molécules par rapport à l'impact environnemental. Une qui est très intéressante, je la mentionne peut-être vite, c'est par rapport aux antibiotiques. Donc, c'est des échelles d'évaluation d'impact environnemental de ces différents antibiotiques. Et on voit que pour deux molécules qu'on utilise fréquemment, qui sont la ciprofloxacine et le triméthoprim, donc le Bactrim, qui sont très fréquemment utilisés notamment dans les infections urinaires, en fait, le triméthoprim a un bilan, si on veut, environnemental qui est nettement meilleur à celui de la ciprofloxacine. Ces choses-là, elles ne sont pas non plus du tout intuitives. Et d'avoir, évidemment, ça ne va pas aller facilement d'avoir tout ça de tête, mais avec des aides informatiques à la prescription, c'est tout à fait des éléments qu'on peut commencer à introduire dans la prescription médicamenteuse. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, de mon côté, j'en avais une. À moins que cela m'ait échappé, je ne t'ai pas vu mentionner l'impact de la numérisation et de l'informatique. Alors, en fait, il est assez négligeable. Voilà, ça nous a aussi un peu surpris. Donc, on a fait plusieurs fois les calculs. Je vais peut-être reprendre le panneau voilà, ici. On le retrouve de façon très marginale, en fait, dans l'électricité, dans les appareils médicaux. Je ne sais plus si on avait ici le dossier médical, mais on l'a eu à un certain niveau. En fait, même le stockage numérique des dossiers, si on le compare notamment au papier, on n'est pas tellement dans un bilan majeur, quoi. Donc, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend comment est produite l'électricité, ça dépend si c'est quelque chose de durable ou pas. Mais globalement, en fait, on le voit ici, hein, c'est ce qu'on a mis globalement sur les appareils non médicaux. On retrouve les ordinateurs, le dossier électronique, etc. C'est peu de choses, en fait, par rapport à l'ensemble. D'accord, merci beaucoup. Autre question dans l'audience? Alors, petite remarque de Monsieur Brunner. Je n'ai pas le temps de dire. À considérer que ce sont les facteurs de transport et de chauffage qui sont importants, pourquoi ne pas avoir souligné dans les recommandations le choix de la situation géographique du cabinet? C'est vrai que c'est intéressant que vous mentionniez ça. C'est une discussion qui a été très animée avec les généralistes, d'imaginer être plus proche des transports publics. Ça a été considéré comme quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Une fois qu'on est installé quelque part, de changer d'endroit, c'est difficile. C'est clair que c'est quelque chose qui apparaîtra probablement plus pour la création de nouveaux cabinets. Et j'ai en tête, en tout cas, un exemple à Genève d'un cabinet qui a fait le pas. Donc, qui a dit, nous, on veut arrêter en fait les transports en voiture. Donc, ils ont déplacé leur cabinet à proximité d'un arrêt de bus et ils ont supprimé toutes les places de parc. Donc, c'est assez radical comme mesure, mais ils ont fait effectivement cette démarche de la localisation géographique. Peut-être pour rajouter un élément par rapport à ça, on va aller plus loin dans le travail que je vous ai présenté ici. Notamment, on va développer, dans le cadre d'une collaboration avec le canton de Vaud, d'un simulateur CO2 où les gens pourront intégrer tous ces paramètres-là, y compris les paramètres géographiques. Et on aura vraiment après des solutions qui seront intégrées propres à chaque structure. Ok, je regarde. Ah, il y a aussi une autre question. Est-ce que ces résultats et actions proposés ont été présentés aux médecins installés? Si oui, comment ont-ils réagi? Et est-ce que ces résultats ont motivé certains à agir?
Alors ça, c'est la suite du projet un peu. Indirectement, on l'a présenté quand on a fait les focus group de ce que je montrais avant à l'Ermitage. Donc, on a déjà pu avoir un premier ressenti. Donc, ce que je vous présente là comme proposition de changement sont des choses déjà, entre guillemets, validées déjà par un certain nombre de généralistes, en tout cas qui avaient un certain nombre de consensus par rapport à ce qui était proposé. Si je prends par exemple pour les transports du personnel, on avait amené des idées de type proposer d'acheter des vélos au personnel, etc. C'est des choses qui ont été peu retenues pour plein de raisons. Enfin, donc, il y a déjà eu un premier filtre, je dirais, dans l'élaboration des recommandations et de celles que je vous montre là. Maintenant, dans la suite du projet, il y a évidemment, si on va créer justement ce simulateur, on va pouvoir faire un suivi, donc on va pouvoir faire un suivi d'implémentation de ces mesures. C'est l'objectif, ouais. Parce que peut-être juste pour terminer là-dessus, en termes de retour aux médecins généralistes qui ont participé, donc aux 10 cabinets, c'est à peu près en tout une quarantaine de médecins, vu qu'ils sont à peu près tous à temps partiel. On leur a fait à tous un retour individuel sur la forme d'un rapport individualisé avec des recommandations appropriées à leur structure. Donc on a fait ce retour-là, on ne sait pas encore à l'heure actuelle si ils ont implémenté des choses ou pas. Alors juste la question d'Isabelle portait plus sur les médecins qui n'ont pas participé au projet, justement. C'est-à-dire, s'ils sont différents, je n'ai pas le temps de voir la question. Est-ce que les résultats ont été présentés aux autres médecins de famille, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas participé directement au projet? Directement, oui, on n'a pas leur retour vraiment parce que ces résultats-là ont été présentés dans plusieurs conférences, euh, notamment dans des conférences de type Société suisse de médecine interne générale, ou bien dans des conférences plus ciblées sur des questions environnementales. Donc, on a eu une présentation, je dirais, à plusieurs centaines de médecins en Suisse romande. Mais on n'a pas leur retour par rapport à ça. Mais ça leur a été présenté et puis ça sera encore plus présenté au travers de ce qu'on va publier dans 2-3 semaines dans la revue médicale suisse. D'accord. Et de mon côté, j'aurais une question complémentaire par rapport au bilan personnel de chacune et chacun d'entre nous. Donc, tu mentionnais cette limite de 1 tonne de CO2 par personne par an, Oui. correct? C'est ça qu'on ne Oui. devrait pas dépasser. Est-ce qu'il existe peut-être des applications smartphones qui nous permettent voilà, de juger par rapport où on rentrerait chacune de nos activités, de savoir où on en est dans l'année par rapport à cette limite-là? Voilà, c'est déprimant hein, parce qu'en Suisse, on est à peu près à 14 tonnes, donc on est à 14 000 kilos, donc on est 14 fois à peu près trop haut que ce qu'on devrait. Ils existent, ces calculateurs, on en trouve plein, il y a le VVF qui en fait, il y en a plein d'autres. Je serais assez prudent avec, d'abord parce que ça reste des estimations extrêmement grosses mailles, on vous pose plein de questions sur vos modalités d'achat par exemple, mais évidemment ça dépend beaucoup de quel type d'achat vous faites, mais il en existe un certain nombre. Le truc un tout petit peu, je dirais, dangereux par rapport à ça, c'est que ça charge énormément l'individu. Ça met toute la responsabilité sur l'individu et il y a des études qui sont assez interpellantes et intéressantes qui montrent que beaucoup de ces simulateurs ont été en fait financés par l'industrie du pétrole pour dire c'est pas des changements structuraux qu'on doit faire, c'est à l'individu de changer. Et ça, c'est un discours qu'on entend énormément dans notre société. Donc, je pense que c'est bien d'aller voir, ça permet de se situer. Moi, je l'ai fait et je pense qu'on peut le faire. Il y a celui du VVF, il y en a d'autres. Mais il faut faire un tout petit peu attention justement avec qu'est-ce que ça induit comme sentiment chez les gens et surtout que ce n'est pas une finalité. Je pense qu'on s'en sortira jamais. Si on n'a que des mesures individuelles de réduction, il faut qu'il y ait des mesures structurelles. D'accord, tout à fait. Alors là, je vois encore une question de Madame Séverine Chusselet. La désirabilité du changement par rapport à ces aspects environnementaux, écologiques, est-elle différente entre les assistantes médicales et les médecins? On a voulu regarder ça. Notre échantillon est un peu petit pour mesurer ça. Ce qu'on a, c'est difficile de dire. On a quand même, non, je pense qu'on ne peut pas faire vraiment de, 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 de différence entre corps professionnels. Ce qu'on voit par contre, et ça on le voit dans d'autres études, c'est très clivé. Qu'on soit médecin ou qu'on soit assistante médicale, ça peut susciter des réactions extrêmement virulentes. Dire, mais vous n'avez pas à me dire comment je viens au travail. Qu'est-ce que ça vous regarde de savoir que je viens en voiture au travail? Mais ça, on l'a entendu autant de la part des médecins que de la part des assistantes médicales. Je ne pense pas que c'est seulement un clivage de corps professionnel. Parfait. Ben, je vois qu'on arrive au terme de cette heure. Je te remercie beaucoup, Nicolas, pour cette
Excellente présentation, surtout très, Merci. très intéressante, et puis pour donner des pistes aussi de réflexion sur cette thématique et qui va nous occuper beaucoup, beaucoup ces prochaines années, j'en suis sûre. Merci à toutes et à tous de votre participation et bon appétit. Merci beaucoup encore, Muriel, pour l'invitation. À bientôt.